Bonjour, aujourd'hui dans Regard, nous partons à la rencontre d'un homme profondément attaché à son île et résolument tourné vers l'avenir. Cadre à EDF Martinique, ancien premier adjoint au maire et aujourd'hui conseiller municipal d'opposition, Rudy Duville prépare une nouvelle étape de son engagement. Il sera candidat à la mairie du Diamant en 2026, avec une ambition affirmée, faire du Diamant la première ville écologique de Martinique. Il nous partage sa vision, ses priorités et ses valeurs qui guident son action. Bonjour Rudy Duville. Oui, bonjour à l'ensemble des internautes de Ziana TV. Un bonjour particulier à toute la communauté diamantinoise et puis merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, Rudy Duville, vous êtes candidat, comme je l'ai dit, au municipal 2026 dans la ville du Diamant, que je rappelle, c'est en Martinique, au sud-ouest, pour la situer un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qui motive votre engagement, vous avez annoncé votre candidature il y a exactement un mois, si je ne me trompe pas, le 28 septembre dernier. Alors, qu'est-ce qui motive votre candidature? Donc effectivement, j'ai officialisé ma candidature puisque à chaque discussion avec les Diamantinoises et les Diamantinois revenait le sujet, Rudy, est-ce que tu te présentes pour les prochaines élections? Donc ils m'ont vu sur le terrain pendant les 6 dernières années, ils m'ont vu en proximité, je dirais, avec eux. Et c'est tout à fait, je dirais, de façon légitime aujourd'hui que je présente ma candidature. Et au regard, je dirais, du bilan du maire actuel, donc il était aussi important que je sois là pour proposer une autre manière de faire de la politique et d'autres types d'engagement à la communauté diamantinoise. Alors, votre slogan, plutôt votre ambition, c'est faire du Diamant la première ville écologique de Martinique. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Donc concrètement, ce que cela signifie pour moi, donc c'était aussi un axe qu'on avait déjà développé sur notre programme 2020-2026. Et plus que jamais, l'axe écologique reste d'actualité. Cela ne veut pas dire que nous mettons de côté l'ensemble des autres défis auxquels le Diamant est concerné, mais plus singulièrement l'aspect écologique a du sens, à mon avis, au regard de ce qui se passe, je dirais, sur l'ensemble de la planète. Donc, lorsqu'on regarde la quantité d'eau, lorsqu'on regarde les forces des ouragans auxquels nous sommes concernés, donc fondamentalement, le Martiniquais ou le Diamantinois doit aussi prendre part à sa juste dimension de son impact carbone, je dirais, sur la planète. Donc aujourd'hui, bon, il y a plein d'axes, je dirais, à développer, mais il y a des petits gestes que nous devons faire au quotidien, tels que diminuer nos déchets, tels que, là j'ai remarqué aussi sur le Diamant, il va falloir que je mène la guerre, je dirais, contre les auteurs de décharges sauvages. Et puis, il y a un aspect aussi que les hommes politiques ne regardent pas, je dirais, suffisamment, c'est en fait l'écologie sous-marine. Lorsqu'on parle d'écosystème aquatique ou d'écosystème marin, donc là aussi, il y a une biodiversité à sauvegarder, à protéger. Et voilà, dans mon programme politique, nous allons aussi bien nous occuper de ce qui est visible à l'œil nu et aussi bien ce qui est sous mer. Alors, Rudy, l'écologie est une question d'équilibre entre développement et protection. Le Diamant, donc la commune, donc vous briguez la charge, est une commune touristique. Comment concilier attractivité économique et respect de l'environnement selon votre programme? Aujourd'hui, je pense que chacun de nous, chaque être humain ne peut pas nier la notion de respect de l'environnement. Donner cette ambition à la ville du Diamant d'être un leader en matière d'écologie, c'est aussi un engagement, c'est aussi une vision politique. Et je ne pourrais pas la faire seule, puisqu'il faut qu'elle soit partagée avec la population, puisque c'est un changement de mode, je dirais, de vue, de pratique sur certains aspects des choses. Donc, et c'est un cheminement. Donc, quand je dis souvent, un homme politique, on lui demande d'avoir de la vision et non rester à court terme.
Et lorsqu'on parle d'avoir cette vision, c'est une échelle de 6, 8, 10 ans, de façon à avoir, je dirais, ce label ville éco-propre. Et en même temps, il est important de concilier développement de la ville avec l'aspect écologique, parce que il y va de son cadre, hein. C'est-à-dire que moi, avant de parler de ville touristique, j'aime bien parler de l'autochtone, de celui qui vit tous les jours, et c'est celui qui va accueillir le touriste. Et s'il n'est pas bien dans sa peau, le Diamant ne peut pas être une ville touristique fondamentale. Donc, en gros, tout le monde doit trouver son compte. Et lorsqu'on parle de développement, c'est-à-dire que l'ensemble des bâtiments publics et même des bâtiments privés, y avoir un regard pour que la construction soit certifiée HQE, de façon à ce que l'ensemble des éléments soient pris en compte dès la construction, je dirais, de ces ouvrages. Alors, Rudy, vous venez de parler d'autochtones. Et vous, on peut considérer que vous êtes un vrai autochtone du Diamant, puisque vous y êtes né et vous y vivez. Alors, est-ce que cet attachement à votre pays, à votre terre, est à l'origine de cet engagement, de cette candidature pour les municipales 2026? Je suis né aux Trois-Îlets. Voilà, j'ai grandi au Diamant. Donc, le Diamant m'a forgé, les Diamantinois m'ont forgé, d'autres m'ont conduit, m'ont épaulé. Et aujourd'hui, j'ai envie voilà, de m'investir, je dirais, pour la communauté. Et quand je vois, par exemple, d'autres qui s'investissent pour le football ou qui s'investissent, je sais pas, pour l'équitation ou le tennis, voilà, je leur tire aussi mon chapeau. Donc, c'est une forme d'engagement, et que tout citoyen autochtone ancré martiniquais doit avoir un engagement, et qu'il soit politique, qu'il soit associatif. Mais l'essentiel, c'est qu'on contribue, je dirais, au mieux-être, au mieux vivre, et non seulement laisser à l'ensemble, en fait, de tout laisser, je dirais, aux politiques. Alors, vous êtes conseiller municipal en ce moment dans l'opposition. Vous avez été aussi premier adjoint. Alors, est-ce que ces années-là seront utiles en tant que premier adjoint opposant pour les futures séances au cas où vous êtes élu maire? La vie d'un homme politique, en fait, c'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne droite. Peut-être que j'avais commencé en ligne droite, et j'ai passé 6 ans, je dirais, dans l'opposition. Et je l'ai vécu comme une vraie opportunité. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne perd pas, on apprend. Et effectivement, ces 6 années m'ont permis d'écouter les Diamantinois, de me remettre en question, et de bien savoir ce que les Diamantinois attendent d'un maire. Donc, ces 6 années voilà, m'ont fortement aidé à consolider mes convictions politiques, à renforcer, je dirais, ma carapace, puisqu'en politique, il y a des coups de partout. Et surtout montrer aux Diamantinois dans ces 6 ans que voilà, je ne suis pas resté à ne rien faire, je ne suis pas resté inactif et puis attendre que 2026 arrive et que je me représente. Non, je leur ai montré de la régularité dans mes actions, je leur ai montré de l'engagement, je leur ai montré de la ténacité, je leur ai donné de l'amour. Donc, et toutes ces valeurs sont utiles. Et l'expérience vécue, je dirais, en 6 ans, en étant l'opposition, c'est surtout pas cet exemple que je donnerai quand je serai maire de cette commune, parce que on a tout à gagner en écoutant une opposition. On a tout à gagner en laissant s'exprimer une opposition, puisque, comme je dis souvent, la chose publique n'appartient pas à quelqu'un ou à un groupe d'individus. À la majorité, mais c'est juste un mandat que la population a donné à une équipe. Et la responsabilité, elle est commune, puisque moi, je suis conseiller municipal avant tout, même si je suis dans l'opposition, même je peux porter conseil au maire, puisque je pense que nous avons, en fait, tous les deux, ou bien tous les 29 qui sont dans le conseil municipal, on devrait plutôt avoir, je dirais, un point commun qui est l'amour pour le diamant.
qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, mais les regards, en fait, veulent une bienveillance pour le diamant, et c'est pour ça que je ne veux surtout pas reproduire ce que j'ai vécu dans ce conseil municipal. Alors, Rudy, vous venez de dire que vous avez écouté pendant 6 ans les Diamantinois. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Quelles sont réellement leurs attentes? Est-ce que ces attentes sont satisfaites par l'équipe actuelle de la mairie, ou il y a encore des besoins qui ne sont pas satisfaits et que la population locale voudrait que ce soit vous qui meniez, qui preniez les destinées de la ville? Donc aujourd'hui, les échanges sont divers en fonction de ce qu'attend chaque individu. D'autres me parlent de l'aspect de la place des fêtes, qui me disent que c'est inadmissible qu'une ville comme le Diamant n'a pas une place des fêtes. D'autres me parlent du plan local d'urbanisme, que c'est inadmissible aujourd'hui que le maire ne soit pas en capacité de délivrer de permis. On ne peut pas construire sur le Diamant ou faire d'autres actions selon là où on est. D'autres me parlent des charges sauvages que j'ai énumérées tout à l'heure. Donc en fait, c'est divers et varié, et c'est pour cela que j'ai pu interpeller, je dirais, le maire sur certains sujets de façon à ce que des éléments soient vraiment pris en compte, parce que bon, on ne peut pas laisser une commune pendant 6 ans dans cet état et puis attendre les élections. Donc, si je prends la gestion des nettoyages des quartiers, donc à force d'être interpellé et à un moment donné me dire que peut-être à la limite que je suis complice de ne pas déclarer des situations comme celle-là. Donc j'ai dû interpeller pour que effectivement, pour que les choses s'améliorent. Mais dans l'ensemble de mes échanges avec les administrés, cela me permet de voir sur notre angle des éléments que j'avais déjà imaginés, de le prendre différemment. Et j'aime bien ce côté participatif, hein, démocratie participative. J'aime bien écouter. J'ai cette qualité, cette capacité d'écoute. J'aime bien écouter de façon à ce que lorsque l'orientation politique elle est prise, elle est acceptée et partagée par un plus grand nombre. Je ne veux pas dire par tous, mais par un plus grand nombre. Donc, vous serez un maire différent, un maire à l'écoute de sa population, un maire qui prendrait en compte les besoins de ses administrés. Alors, nous sommes dans un... Vous parlez d'une ville, vous avez exprimé vos ambitions. Comment imaginez-vous le développement local pour les 6 prochaines années? J'aime à le répéter. J'aime à le répéter pour dire que l'ambition, ce qu'on attend d'un politique, quel que soit son mandat, c'est donner de la vision, donner une perspective pour un territoire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut qu'on projette le diamant à cet horizon 2035. Qu'est-ce qu'on veut pour le diamant? Quel cap nous voulons donner à ce territoire? Après, toute la partie, ce que j'appelle la quotidienneté, ça veut dire que tout ce qui est nettoyage des quartiers, remplacement de l'ampoule qui est grillée, donc ça fait partie du quotidien. Et là encore, on ne devrait pas échouer. Mais ce qui est attendu de maire, c'est donner de la vision. Et pour ce faire, il est très important de s'appuyer sur les forces vives du territoire. C'est-à-dire que moi, je suis dans cette logique de faire le maximum avec les Diamantinois. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je dis le circuit, favoriser un circuit court économique, c'est aussi travailler l'écologie. Ça veut dire, si je prends l'exemple d'un traiteur, si je prends l'exemple, je ne sais pas, d'une manifestation qu'on doit organiser sur le diamant, on doit trouver sur place tout ce qu'il nous faut. Donc et on l'a vu pendant le Covid, puisqu'il fallait pas, les déplacements étaient limités, comment les petits commerces ont joué un rôle de proximité et ils ont bien dépanné. Donc là, aujourd'hui, la force du diamant doit d'abord s'appuyer sur ses valeurs, sur ses atouts, sur son potentiel. Et c'est cet aspect fondamental
fondamentale, je dis bien, c'est de construire le diamant avec l'ensemble de ses forces vives. Effectivement, je rappelle à nos téléspectateurs que c'est Regard aujourd'hui reçoit Rudy Duville, qui est candidat au municipal 2026 dans la ville du Diamant. Les élections, c'est l'année prochaine, donc, pour une ville écologique. L'ambition, donc, de peut-être futur maire, si les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que le Diamant? C'est une ville en Martinique. Parlons un peu de l'ensemble. Qu'est-ce qu'être martiniquais aujourd'hui? Est-ce que les valeurs trônées par l'île dans l'ensemble se retrouvent aussi dans la petite ville, dans la ville que vous voulez diriger? Donc aujourd'hui, le Diamant fait partie des 34 communes de la Martinique. Bon, nous sommes un territoire de 1100 mètres carrés. Et donc le Diamant, je dirais, participe, je dirais, à l'image de la Martinique par son côté touristique, par notre rocher emblématique, le rocher du Diamant, par notre plage de 2 km 900, et puis notre paysage entre montagne, vallée et campagne. Donc, oui, être martiniquais, ça veut dire qu'en Martinique, chaque habitant va défendre sa paroisse. Sa paroisse, mais c'est de bonne guerre. Ça doit être, je dirais, une concurrence bienveillante. Bienveillante parce que moi, j'aime toujours à dire que mes concurrents ne se trouvent pas en Martinique. Ce n'est pas la ville des Anses-d'Aulais qui est une ville à proximité, ni Trois-Îlets. Les concurrents se trouvent à Saint-Lucie, dans une autre île anglaise à côté, ou une autre île, la Dominique. Ce sont là nos concurrents, puisque sur le produit touristique, ces produits-là aussi ont de la valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous soyons complémentaires de façon à amener les meilleures offres possibles en matière touristique. Donc, être martiniquais, c'est bien entendu domicilié en Martinique ou y être né, et en même temps partager les valeurs des Martiniquais. C'est là où c'est fondamental, puisque bon, nous avons une identité qui est à sauvegarder et à protéger, je dirais même. Et il faut que les personnes qui se disent martiniquais partagent aussi cette culture, partagent ce patrimoine, partagent voilà, nos forces et faiblesses. Et moi, aujourd'hui, je suis fondamentalement diamantinois et fondamentalement martiniquais. Alors, comment vous situez-vous, la Martinique, dans un contexte international, puisque vous parlez qu'il y a des îles anglo non loin de chez vous, donc c'est déjà l'international, et surtout dans un contexte national, c'est-à-dire la France très endettée. Comment la Martinique peut tirer son épingle du jeu ou faire participer à la vie internationale et à la vie nationale? Donc, c'est une belle question. Donc la Martinique, c'est un département français qui se trouve dans un bassin caribéen avec des îles anciennement colonisées qui aujourd'hui sont indépendantes. Ça a son avantage, ça a son inconvénient. Donc aujourd'hui, la Martinique a des atouts, mais elle a aussi des difficultés qu'elle traverse en ce moment qu'on ne peut pas cacher sur, je dirais, la criminalité qui est présente sur le territoire. On a aussi, je dirais, ce pays qui est le plus vieux département de France, donc qui peut être un atout aussi, une opportunité donc à voir. Nous avons un pays qui est en déficit structurel et puis qui a une difficulté économique. Et nous sommes aujourd'hui avec la France qui a un problème politique au-delà de l'endettement, mais c'est plutôt tant le problème politique, cette instabilité politique qui lance deux messages. Le premier, quel est le rôle des politiques? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux?
Et le deuxième, je ne parle pas des députés, je parle pas, en fait, de façon très générale. Et le deuxième, c'est comment on s'en sort. C'est-à-dire qu'un territoire qui a 8000 km, en fait, qui est décentralisé par rapport au territoire national, c'est comment on s'en sort. Et forcément, lorsqu'on a cette crise politique et on a ces difficultés budgétaires, eh bien, pour les territoires dits d'outre-mer, c'est plus difficile, je dirais, à, à résister, contrairement à un département qui est directement rattaché au continent. Mm-hmm. Mais ça doit en faire une force. C'est-à-dire que là, on a brossé la partie, je dirais, difficulté, mais si nous voulons exister, nous devons en faire une opportunité aujourd'hui. Et ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que il y a donc en Martinique, nous avons une assemblée, l'assemblée territoriale, et nous avions les élus qui travaillent, je dirais, sur un pouvoir normatif. Le pouvoir normatif, c'est de donner aux élus plus de pouvoir décisionnel et aussi cette capacité de gérer les recettes directes. Donc j'avoue que en 2010, c'était à peu près la même question qui avait été posée aux Martiniquais. Et aux Martiniquais, c'était plutôt un référendum à choisir entre des articles de 73 et 74. Et j'avoue que j'étais partisan du statu quo. Donc là, nous sommes en 2025. Et là, je pense que les planètes sont alignées pour qu'on y aille. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2010, donc, il y avait deux blocs politiques en Martinique, et les deux, je dirais, avaient deux points de vue différents. Un était pour le 73 et un autre pour le 74, et ça s'est passé à peu de voix près. Et là, nous sommes 15 ans après, et la manière d'approcher le débat, il est un petit peu différent. Et à mon avis, plus rassurant. Pourquoi je dis ça? Parce que on a l'ensemble des familles politiques qui sont unanimes à dire, en fait, quand je dis qui sont unanimes, ceux qui ont bien répondu présent à l'invitation du président du PCE, donc unanime à dire qu'il faut changer les choses. Et quand je dis unanime, ça représente quand même 80% des élus, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc 80% pratiquement les différentes composantes des forces politiques en Martinique. Et autre élément, on a les parlementaires, ça veut dire les 4 députés, les 2 sénateurs qui siègent aussi, en fait, qui sont d'accord à travailler sur la modification. Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est eux, au niveau de l'Assemblée nationale, qui travaillent sur les lois, qui font des propositions, des amendements, etc. Et c'est eux aussi qui voient aussi les limites de la loi. Donc, entre guillemets, ils sont mieux placés que moi à répondre à ces questions. Et puis, on a aussi le président de l'exécutif qui est un ancien député. Et lui aussi, en étant président et ancien député, donc il peut voir dans l'exercice de sa fonction, voir les limites d'application de certaines lois. Donc, à mon avis, les ingrédients sont réunis de façon à ce qu'on puisse travailler sereinement. Et juste pour terminer, j'entends aussi une partie de la population à dire que on a suffisamment de pouvoir en Martinique et il y a suffisamment de choses qui ne sont pas faites à faire, et en même temps, vous demandez plus de pouvoir. C'est audible. C'est audible, mais lorsqu'on va vers cette démarche de modification de la loi, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ça veut dire que le chantier qui est ouvert là, avec toutes les difficultés politiques que traverse le gouvernement français, avec les élections présidentielles qui arrivent en 2027, forcément, ça va se jouer dans ce calendrier. Donc, ça ne va pas être du jour au lendemain.
ça ne va pas être du jour au lendemain. Et autre élément, il y aura un référendum pour demander à la population, je peux pas, j'anticipe la question, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre plus de pouvoir, je ne sais pas. Et puis, les élus qui travaillent sur le texte, en fait, demain matin, il y aura d'autres élections en 2028. Voilà, c'est pas forcément eux qui auront à mettre en œuvre ou à continuer les débats sur cet aspect. Donc, il ne faut pas se focaliser entre la gouvernance actuelle qui demande plus de pouvoir. Non, c'est deux schémas parallèles. La gouvernance actuelle continue à travailler, je dirais, sur le quotidien de leur mission et en même temps ouvre le chantier, je dirais, sur la modification de la loi. Rudy, avant qu'on continue, est-ce que vous arrangez un peu votre caméra parce que arrangez légèrement votre caméra. Encore. Voilà, c'est mieux là. Alors, merci pour toutes ces explications et pour ça nous permet un peu de comprendre la vie locale et sur les positionnements. Alors, j'aimerais aborder une question avec vous de loin. On a suivi certaines situations qui sont produites en Martinique, notamment des questions liées à l'indépendance ou non de l'île par rapport à la France. Et alors, quelle est votre position, vous, en tant qu'élu local? Est-ce que vous estimez que c'est le moment pour la Martinique, vu que la France, dans son entièreté, est en difficulté? Est-ce que c'est le moment pour la Martinique de se détacher et de prendre son destin en main? Donc, par rapport à la première question, qui était dans cet élément de contexte, c'est-à-dire que nous avons des départements, nous avons des îles qui sont à côté de nous, qui sont indépendants, et pour leur vision de nous, c'est-à-dire qu'ils ont la France et l'Europe à 400 mètres, à 100 mètres, je ne sais pas, à 100 km plutôt. Donc, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour nous, entre guillemets, on leur envie leur situation. Donc, est-ce qu'il faut aller vers l'indépendance? Est-ce qu'il faut aller vers l'autonomie? Je parle pour moi. Donc, ce sont deux concepts, indépendance et autonomie, qui ont été, je dirais, développés par deux partis politiques. Et chacun a développé ce concept. Donc, moi qui arrive en politique, moi, je ne suis pas ni militant de ces deux partis. Je respecte, je dirais, leur vision. C'est ce qu'on demande à avoir un parti politique et des hommes politiques. Mais pour ma part, d'autres l'appellent la territorialisation, qui est une autre proposition. Et pas la mienne, mais moi, ce que je vois, c'est il faut que la Martinique ait cette différenciation dans cet ensemble européen, c'est-à-dire dans le cadre français. Et c'est pour ça que moi, je veux garder mon identité. Je veux garder mon identité, je veux que le créole soit enseigné, qu'il soit parlé. Je veux protéger ma biodiversité, je veux que les Martiniquais prennent en main la forêt, la faune et la flore en Martinique. Je veux construire des solutions pour mon pays. Or, des fois, nous sommes limités ou bien c'est décidé ailleurs. Donc, c'est pour ça que cette différenciation, il faut qu'elle soit plus large, vraiment plus large, de façon à nous laisser, le mot émancipation a du sens, mais à laisser les Martiniquais et les nouvelles générations, je dirais, acteurs de leur devenir. Et non un territoire qui est à 8000 km, qui n'a pas du tout la même culture ni la même histoire, ne peut pas avoir le même destin. On peut être dans la même, je dirais, cette richesse de l'homme cadre européen, même français, mais il faut nous libérer de nos idées, de notre conception, de notre aménagement du territoire. Et parce que
par exemple, on a des îles qui sont tout près. Il se passe quelque chose, ce sont les premiers à nous porter secours ou inversement. Ça, on doit faire vivre ça. Or, aujourd'hui, ce n'est pas pratiquement possible. Le dernier exemple que j'ai en date, c'est que j'ai le préfet qui va signer à Sainte-Lucie une convention contre le narcotrafic avec les politiques de l'île de Sainte-Lucie. C'est très bien. Je ne remets pas en cause cette signature. Mais maintenant, sur le message. Le message, c'est qu'un préfet qui va à Sainte-Lucie signer une convention avec des politiques. Lorsqu'on dit qu'on est dans la différenciation, c'est que c'est un homme politique. Je ne sais pas lequel, en Martinique, je ne sais pas à quel niveau. Mais pour moi, ça aurait été à lui d'aller discuter avec des politiques à Sainte-Lucie et de signer cette convention qui soit accompagnée du préfet et non l'inverse. Vous voyez, en termes de symbole, et puis les Saint-Luciens qui nous voient, forcément, ils respectent ça, mais que doivent-ils dire en coulisses? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Et puis, c'est un double message. C'est un message que c'est le politique qui a la destinée de son territoire et en même temps, il est engagé. Parce que ce qu'on entend souvent, la sécurité, c'est le rôle régalien de l'État. Bon, pourquoi pas? Mais ça fait un petit peu dédouanement. Et moi, lorsque le politique s'engage, c'est à lui de trouver les solutions, à lui de lever, si je dirais, mettre de l'huile de coude de façon à régler une problématique. Parce que là, il y aura un engagement. Tandis que là, voilà, il me semble, moi, je parle seulement sous vision des images caméra. Je ne sais pas s'il y avait un élu, mais je n'ai pas vu d'élu. Donc, en gros, c'est ça. On a besoin de parler pour nous, on a besoin d'agir pour nous, on a besoin de faire pour nous. Et lorsqu'on parle de développement touristique, c'est ça aussi. C'est un touriste qui arrive en Martinique qui ne demande pas à vivre la même histoire de son département. Il veut quelque chose d'atypique, il veut vivre comme nous. Mais à trop rester comme ça, on risque de ressembler à un département continental. Or, toute la richesse que devrait donner à ce territoire, à la France et à l'Europe, c'est de laisser les talents s'exprimer. Merci Rudy. Alors, Rudy, continuons toujours à parler de votre campagne. Là, on parle un peu du cas Martinique de façon générale. Revenons un peu sur le cas particulier de la ville qui vous concerne et la ville dont vous, pour 2026, vous voulez prendre les rênes. Alors, quels sont les 3 projets majeurs qu'on peut dire prioritaires pour votre programme? Si aujourd'hui vous êtes élu maire, quels sont les 3 projets majeurs que vous allez mettre en exergue? Là, je dirais, vous me donnez une colle. 3 projets, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non. J'ai tellement... Comme non, les prioritaires. Non, mais lorsqu'on a passé 6 ans et puis on n'a pas fait des choses qui étaient structurantes pour le diamant, eh bien, la liste s'agrandit. Oui, effectivement. Lorsqu'elle s'agrandit, ça fait catalogue de promesses. Lorsque ça grandit, ça fait catalogue de promesses, ça veut dire le coût de construction en 2020 n'est surtout pas le coût de construction en 2026. Ça veut dire qu'un bâtiment qu'on aurait pu sortir, j'arrondis les chiffres à 100 000, eh bien, aujourd'hui, il faut le sortir à 140 000 et 150 000. Or, aujourd'hui, l'argent, pour une collectivité, c'est le maître mot. Donc, aujourd'hui, 3 projets. Avant de parler de projets, j'ai envie de dire que malgré... Je pourrais dire, au lieu de parler de projets, je pourrais dire les priorités, les 3 priorités majeures. En fait, c'est la limitation à 3. Donc, en gros... non, mais je vous accorde la possibilité d'aller même à 5, 6. Voilà. Voilà, merci. Donc, en gros, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la diminution du taux d'imposition de la taxe foncière pour les diamantinois. Parce que nous avions augmenté cette taxe pour redresser la ville et en même temps, on l'avait appelé impôt COFIC. Mais je pense que les diamantinois ont suffisamment payé
Et aujourd'hui, par le mécanisme d'élargissement de la base fiscale que fait l'État, donc il y a possibilité, il y a de la marge, je dirais, pour baisser ce taux d'imposition. Juste à titre d'information, l'impôt n'a pas augmenté au diamant depuis 2018, me semble-t-il. Sauf que de 2020 à 2026, la base fiscale qui est gérée par l'État, elle a augmenté. Qui fait que en plus-value, la ville du Diamant, sur toute la période de 2020 à 2006, a eu une entrée de près d'1 500 000 euros. C'est énorme. Donc, sous les 1 500 000 euros, au moins, allez, je dis, on aurait pu baisser les impôts pour les diamantinois. Donc, ça, c'est une promesse que j'avais écrite de 2020 à 2026 et que je maintiens parce que c'est exagéré. La deuxième, c'est le plan local d'urbanisme, parce qu'on ne peut pas parler de développement si on n'a pas l'outil fondamental qui est le plan local d'urbanisme qui, de 2020 à 2026, voilà, rien n'a été fait. Et une fois que c'est fait ou pendant qu'on travaille dessus, il faut qu'on travaille sur la place des fêtes. Parce que moi, je considère que cette place du Diamant, c'est une place qui doit permettre le rassemblement de la population diamantinoise de tous les quartiers. C'est un espace qui fédère l'ensemble des quartiers et ne pas avoir ce point de rassemblement, ne pas avoir ce point d'histoire, ce point permettant que les Diamantinois puissent se retrouver entre eux, en 6 ans, c'est pas acceptable. La construction de l'école de Carrière, de Saint-Charles plutôt, là aussi, c'est en 6 ans, on n'a pas avancé, je dirais, sur la partie réalisation, visibilité. Peut-être qu'on a avancé sur les dossiers. Mais moi, dans mon programme 2020-2026, j'avais prévu l'ouverture de cette école en 2 ans. Bref, donc là, nous sommes à 6 ans, avec un coût d'une école de 18 millions d'euros par les temps qui courent. Là, on doit un petit peu saler, même si elle est payée pratiquement à 100% par des subventions. Mais forcément, ceux qui donnent les subventions, aujourd'hui, vont regarder ce qu'on appelle l'équité. L'équité est financée à 18 millions, une seule école. Bon, ça reste compliqué. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, des éléments structurants tels que la construction de CCAS, parce qu'un CCAS, c'est très important. Donc c'est la caisse d'action sociale de la ville où on fait des actions de prévention et aussi une grande part de solidarité. Solidarité des Diamantinois qui se retrouvent en difficulté peuvent faire appel au CCAS. C'est un droit. Il ne faut pas considérer comme certains l'utilisent, je te fais ça pour toi et puis tu votes pour moi. Non, c'est un droit. Je dis bien c'est un droit et la solidarité doit aider le Diamantinois qui passe un moment difficile et j'y attache une très grande importance et que ces personnes qui sont déjà en difficulté puissent avoir au moins un cadre qui leur permette d'être accueillis et être considérés. Être considéré et se sentir, malgré ces difficultés, utile pour la société. Et pour moi, c'est de l'humain qu'on traite. Et ne pas avoir un CCAS digne de ce nom, je dis non, que c'est anormal pour une ville comme le Diamant. La construction d'un poste de police. Donc là encore, 6 ans, ce sont des projets qui étaient prêts, ce sont des projets qui étaient financés et c'est une décision politique du maire actuel de ne pas avoir une police dans des locaux modernes et ne pas avoir une police où des personnes peuvent venir aussi se confier, donner, je dirais, une mésaventure en toute quiétude et
avec beaucoup d'humanité et de respect. Parce que bien des fois, les gens ont peur de venir à la police pour dire que j'ai porté plainte ou bien bon, ça peut être une délation, mais néanmoins, on est encore dans la dignité. Et lorsqu'on parle d'insécurité, de sentiment d'insécurité, eh bien, ça se joue là aussi. Lorsqu'on montre dans une commune qu'on a une poste de police structuré avec des policiers qui sont aussi motivés, bon, forcément, on doit réfléchir avant de commettre un acte. Donc, en gros, ce sont tous ces éléments structurants qui pourraient donner du cadre à la ville. Et puis, à plus long terme, parce que comme je dis, il faut donner de la vision. Donc, plus long terme, on est sur aller chercher le label la ville éco-propre, aller chercher, lorsqu'on parle du retrait du trait de côte de la ville du Diamant, ben c'est le pouvoir d'un élu, de pouvoir sauvegarder sa population et son patrimoine. Que fait-on avec la mer, la montée des eaux, je dirais, qui arrive? Le Diamant aussi n'est pas épargné. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle réflexion on tire? Même si on part à gauche, on devrait partir à droite, mais c'est pas grave. Mais on est sur une dynamique de sujet. Or, aujourd'hui, c'est un vaste sujet et qui me semble important, mais là, on a pris un retard considérable à vulgariser, je dirais, ce sujet, notamment avec les personnes qui sont en proximité des plages, des nouvelles constructions qui se font, et on se pose la question pourquoi il y a de nouvelles constructions, et sachant que d'ici 10-15 ans, voilà, on va grignoter énormément. Donc, c'est du courage politique. C'est du courage politique d'amorcer ces sujets-là. Et puis, comme j'ai dit à long terme, c'est travailler aussi, c'est tout ce qui est la protection côtière, c'est-à-dire que toute la partie écosystème marin, aquatique. Parce que tout à l'heure, on a demandé des pouvoirs normatifs. Mais en même temps, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à nous de protéger notre biodiversité. Le maire, il est compétent à ces 300 mètres au niveau de la mer. Pas 300 mètres de ce qu'on voit, mais aussi 300 mètres de se voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Quelle est la santé des coraux sur le Diamant? Je ne sais pas, personne ne s'y est intéressé. Et ça, c'est important. Donc, et lorsqu'on parle d'aide, tout à l'heure on a parlé d'indépendance, mais il y a une qui est intéressante, c'est l'indépendance alimentaire. Et la mer nous nourrit. Mais si on ne la protège pas, si on ne cherche pas des opportunités de sauvegarde, je dirais, d'espèces endémiques du Diamant, parce que lorsqu'on parle du tourisme, le touriste, lorsqu'il vient, il aime manger un bourrigot, un lambi, ça va, des palourdes, etc. Mais si on ne protège pas la faune, cette biodiversité dans ce milieu, l'écosystème marin, ben finalement, il va nous rester un vague souvenir. Et ceux qui en ont bien mangé pourront dire aux autres que c'était délicieux. Mais en homme politique responsable, il faut inverser la tendance. Parce que nous devons laisser un diamant à cette génération qui arrive, pour qu'elle-même aussi puisse préparer son avenir. Mais sans hypothéquer, c'est-à-dire que nous ne devons pas faire un développement et hypothéquer le leur, mais trouver la juste mesure, être dans en phase avec ces générations. Donc, c'est pour cela qu'il y aura des sujets, des sujets à court terme que je vais travailler dessus. Il y a des sujets à long terme où je vais ouvrir des chantiers de façon à mettre le sujet sur la table, à trouver la meilleure solution pour les habitants, parce qu'il en va de la responsabilité du maire. C'est-à-dire que il y a l'antériorité, c'est-à-dire on dira oui que en fait que les maisons, je dirais, sont inondées, c'est la faute du maire. Mais l'antériorité, c'est quoi? C'est les équipes qui étaient là avant, est-ce qu'ils avaient prévu quelque chose? Donc c'est ça. Donc c'est que on demande de la vision, on demande de la visibilité pour une population, de donner un cap, de donner de la confiance. Et c'est à cela que je vais
m'atteler et que je m'attelle déjà. Merci Rudy. Rudy, en vous écoutant, on sent d'une part une déception par rapport à la façon dont la ville a été gérée ces dernières années plutôt, et de l'autre côté, on sent un attachement non seulement à la terre, mais aussi à l'humain qui vit sur la terre, puisque vous pensez plus à la population. Alors, comment vous jugez l'action de l'équipe actuelle? Est-ce que c'est une vraie désastre? Est-ce que c'est cette action qui vous permet de dire que le diamant a pris du retard? Mon rôle aujourd'hui, en étant conseiller de l'opposition, étant élu, il me doit d'avoir un regard, il me doit d'avoir une évaluation de la politique publique qui a été mise en place. Et c'est sans aucune mesure de choses que je sors, je dirais, d'un chapeau, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends de la population qui me fait aujourd'hui être plus convaincu à le dire malgré ce que j'avais déjà vu. Et déception, je ne sais pas, puisque j'avais proposé une option à la population, c'est que il n'y a plus de temps à perdre. Ça veut dire que une équipe qui a raté son mandat, une équipe qui a une politique, je dirais, éphémère, ne peut pas revenir en disant que je suis candidat à une autre élection. On a perdu trop de temps. C'est pas dans le deuxième. Généralement, c'est le premier mandat, c'est là où on montre toute son énergie, tout son enthousiasme, toute sa force vive. Et puis, voilà, deuxième mandat, c'est pas la même chose. Mais là, ne pas donner cette. En fait, ne pas avoir, c'est pas la même chose. Ne pas avoir cette énergie pour transformer, pour consolider, le considérer en politique. De l'expérience que j'ai, il y a de fortes présages que ce n'est pas au deuxième mandat que cette énergie viendra. Je pense que le deuxième mandat, c'est autre chose, c'est tout à fait personnel pour celui qui le demande. Mais aujourd'hui, la Martinique ne peut plus attendre. Quand je dis la Martinique, c'est que chaque ville qui constitue cette Martinique ne peut plus attendre. Et il appartient aux électeurs, aux habitants d'abandonner cette abstention et de se prononcer. De se prononcer, d'évaluer l'action publique, d'évaluer est-ce que... Et moi, quand je parle en politique, j'aime bien élever le débat parce que les petites choses, c'est-à-dire que remplacer une ampoule, nettoyer un canal, à la limite, tout ça peut se faire sans un maire. Tout ça peut se faire par l'administratif. C'est de la pure programmation d'activité. Mais le rôle de l'élu, le rôle d'une équipe en place, les actions, qu'elles soient visibles ou invisibles, parce qu'il y a beaucoup d'actions politiques qui sont invisibles. Mais c'est là où je vous demande d'évaluer. Et c'est cette capacité à cette même équipe d'aller vers un deuxième mandat. C'est-à-dire que moi, quand je les regarde, pour mon premier mandat, ça manque de panache, ça manque d'enthousiasme. Peut-être qu'ils sont conscients que les choses ne se sont pas si bien passées. Mais en tous les cas, je suis prêt, je me suis préparé. Et comme je dis à la population, ce passage au niveau de l'opposition m'a permis de me remettre en question, m'a permis de retravailler certaines postures. Et ma capacité d'écoute, ils l'ont éprouvé, ils l'ont vu. Mon attachement pour le diamant, mon attachement pour le tout diamantinois, voilà, c'est avec ces concepts et que j'arrive, et en même temps avec l'équipe, parce que il ne faut pas avoir l'individu seul je vais y arriver,
Mais je vais m'entourer de qui? Et bien souvent, les gens me disent, oui, on attend de voir le programme. Le programme, n'importe qui peut faire un programme sur le diamant. Une ville de cette taille, un diamantinois qui habite au diamant, il prend un papier, un crayon, et puis il peut faire un programme. Il peut faire un programme pour le diamant. Ce qui est important là aujourd'hui, en 2026, pour observer, c'est la liste. Quels sont ces hommes et ces femmes qui vont constituer cette liste et qui ont cette capacité de mettre en œuvre ce programme, parce qu'on peut écrire énormément de choses. Mais est-ce qu'on a les moyens personnels, les moyens énergétiques à le mettre en place? Ça, c'est autre chose. Donc là, aujourd'hui, il faut regarder la liste, il faut regarder l'engagement de ces personnes sur le terrain, il faut regarder les valeurs de ces personnes qui constituent la liste. Est-ce qu'elles me représentent moi? Parce que vous donnez quelqu'un un mandat pour vous représenter. C'est surtout ça. Donc d'abord, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Ça, c'est important. Est-ce que ces personnes sont accessibles? Ça, c'est important. Est-ce que ces personnes sont fondamentalement diamantinois? Ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, je travaille à une offre politique pour présenter aux Diamantinois aussi bien sur le projet et aussi bien sur les hommes et les femmes qui vont m'entourer à administrer cette commune. Vous parlez de liste René Duville. Et en 2020, votre liste était arrivée, était arrivée en tête pendant le premier tour. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Est-ce que vous avez envie que cela se répète, mais avec un succès pour amener la liste comme la liste qui va diriger la ville? Donc, en 2020, ça a été pour moi une très, très, très grande satisfaction. Je vous l'assure. Le premier tour, ça a été une vraie satisfaction parce que ce n'était pas dans des conditions faciles de gagner cette élection. Et je n'ai gardé un souvenir fabuleux. Ce qui a manqué, c'est que le deuxième tour, habituellement, se fait 8 jours après. Or, avec la crise Covid, le deuxième tour s'est fait dans 3 mois. Donc, il me manquait 100 voix pour gagner les élections au premier tour en 2020. Et là, c'est le gouvernement, c'est-à-dire que sur le territoire national, on a les élections municipales sur l'ensemble du territoire français. Or, on a un décalage de 6 heures. Donc, lorsque les bureaux de vote sont fermés en France hexagonale, à ce moment-là, il y a eu des communiqués télé pour dire qu'on va reconfiner, d'arrêter de sortir, et même ceux qui dépouillaient déjà dans les bureaux en France hexagonale, c'était risqué, etc. Donc, il fait que il est midi. Hein. Lorsqu'il est 18h, il est midi. Donc, en gros, il y a une répercussion, je dirais, sous l'électorat ici à Martinique qui fait que, même les sans-voix, les gens sont restés à la maison. Bref. Donc, du coup, le deuxième tour, donc, il y a eu 3 mois d'intervalle. Et puis là, il y a eu une alliance entre le deuxième et le troisième. Et à ce moment-là, il m'a manqué 100 voix. Donc, je suis quelqu'un, je respecte le pouvoir des urnes. Je respecte parce que les gens n'imaginent pas l'importance de pouvoir voter en toute sérénité, en toute sécurité. Et moi, je respecte ce pouvoir. Et tellement je le respecte, c'est que j'ai eu une élection en 2021. Donc, chez nous, on appelle ça les élections territoriales, où moi, j'étais candidat et le maire fraîchement élu était candidat. Et là, la population a préféré, m'a mis en tête des suffrages. Et en 2022, pareil, j'étais candidat aux élections législatives et le maire, il était, en fait, il soutenait le député sortant. Et là encore, les Diamantinois m'ont mis en tête des suffrages. Donc,
euh, il y a, je ressens une réelle complicité entre les Diamantinois et moi, et je fais tout pour ne pas les décevoir. Donc, après la déception de 2020, il vous a manqué 100 voix. Et il y a eu le succès en 2021 et en 2022. Est-ce que ces deux succès conjugués vous renforcent dans l'idée qu'en 2026, ça pourrait être meilleur que 2020? Chaque élection se Et joue particulière, bien entendu. le soir des urnes. Mais ce qui est important, c'est comment vous abordez l'élection. Et je ne vais pas vous cacher que ces 3 élections font de mon mouvement la première force politique du diamant, parce que pour gagner les élections, il a bien fallu qu'ils s'unissent. Seuls, c'est différent, et on a bien vu que malgré les États-Unis, les 2 élections après, ils ont perdu. Donc, ce sont dans les conditions où vous arrivez dans une élection et l'énergie que l'équipe dégage. Donc aujourd'hui, je suis constamment resté sur le terrain et en proximité avec les Diamantinois, et je prends beaucoup de plaisir à les voir, à les visiter, à les aider, à les écouter. Et voilà, j'arrive en 2020 en toute sérénité, en toute confiance, et puis on attendra le soir des urnes. Mais le plus important pour moi, c'est comment j'aborde, je dirais, cette échéance, et je l'aborde de façon la plus, je ne vais pas dire parfaite, mais je me sens bien. Je me sens bien, et l'essentiel, c'est ça. Et quand je dis à mon équipe, c'est que il faut prendre du plaisir pour faire de la politique. Même s'il y a des coups, il faut prendre du plaisir parce que c'est un engagement. À ceux qui disent que c'est un sacrifice, que c'est compliqué, c'est une labeur, etc., arrêtez. Comment vous pouvez pas, vous pouvez rester dans quelque chose où vous sacrifiez. Vous ne plaisez pas, arrêtez. Donc, moi, je dis que c'est comme un entraîneur de foot, hein. Il ne va pas tout oignon aller entraîner son équipe. Il faut qu'il donne du plaisir, il faut qu'il aille chercher la gagne. Donc moi, je dis à mes camarades, c'est pas un combat d'hommes, c'est un combat d'idées. Donc c'est à nous d'être percutants sur le terrain, d'être convaincants, et de prendre du plaisir. Alors, vous parlez d'engagement, vous parlez de passion également. Est-ce que les mêmes raisons qui vous ont poussé à vous engager en politique, vous les trouvez aujourd'hui qui vous permettent de vous dire que je suis sur la bonne voie, je continue et mon engagement envers ma population n'est pas encore terminé, il y a encore des choses à faire? La seule personne qui aurait pu me faire arrêter la politique, c'est mon père. Il était contre? Non, c'est que je lui ai demandé son avis, ainsi que ma mère, avant de me lancer en politique. C'était les seules personnes qui m'avaient dit non, ça aurait été non. Voilà. Et ils m'ont dit, mon père, ma mère, écoute, elle ne participe pas. Et mon père m'a dit oui, qu'il faut y aller, parce que j'avais un autre frère qui était aussi adjoint au maire, mais il avait démissionné 6 mois avant. Donc, qui fait que voilà, on n'était pas en opposition, je dirais, en opposition frontale. Et mon père, il est décédé de cancer. Et lorsque j'ai appris que ça allait être compliqué pour lui, je lui ai reposé la question. À savoir, parce qu'il était attristé d'une situation politique qui se passait sous le diamant, et cela avait beaucoup fait de peine. Et je lui ai à nouveau demandé son avis sur la question: est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Et parce que je m'arrangeais toujours à être le dernier à partir de la chambre, parce que je le visitais tous les jours. Donc tous les soirs, j'étais le dernier à partir de sa chambre, et qui fait que nous avions des échanges beaucoup plus personnels, beaucoup plus intimes. Et là, il a pris du temps à me répondre, et puis il m'a dit
c'est à toi de voir. Donc, du coup, là, la décision que je devais prendre au début, là, je l'ai pris et j'ai dit que je continue. Donc, non, j'ai toujours cette énergie à me battre pour mon pays. C'est surtout ça. Le diamant, c'est une composante de la Martinique. Lorsqu'on est élu sur le diamant, on partage des expériences avec d'autres élus qui sont sur le territoire. Donc, finalement, on travaille pour la Martinique, on partage des expériences. Donc, mon engagement, il reste intact, renforcé depuis mon engagement politique. Et surtout par rapport à la situation où se trouve la Martinique, qui est une situation difficile, une situation de méfiance envers les hommes politiques, une situation où le taux d'abstention est très 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 fort. Voilà. Donc, je dois trouver les mots, je dois trouver la posture, l'exemplarité pour convaincre des électeurs à retourner aux urnes. Alors, comment alors retrouver la confiance des Martiniquais de façon générale et des Diamantinois de façon particulière, puisque vous venez de le dire, ils n'ont plus très confiance à des politiques, à des élus. Comment les ramener surtout à se réveiller et à aller voter pour soit le changement, soit la continuité, mais dans votre cas, vous voulez qu'il y ait changement? Il faut ressembler à un électeur. Ça veut dire que si vous êtes un élu au sol, si vous êtes un élu inaccessible, si vous êtes un élu indisponible, eh bien finalement, vous augmentez cette méfiance. Et quand je dis qu'il faut ressembler à un électeur, il faut partager son quotidien. C'est-à-dire qu'il vous dit que le bus est tout le temps en retard, il ne faut pas lui répondre que c'est jeudi à seulement il y a 8 heures. Non, c'est qu'il le prend tous les matins. Il le prend tous les matins. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus d'électeurs. Tout le monde est sachant. En Martinique, on a un petit adage qui dit petit sonson, c'est celui qui est éloigné des réseaux sociaux, en fait, n'existe pas encore, autant qu'on appelle petit sonson, qui est éloigné de l'actualité politique et puis qui croit à tout ce qu'on lui dit. Et bien aujourd'hui, il n'y a plus personne de ce type. C'est-à-dire que tout le monde prend son portable, va sur l'IA, va sur Google, tape une question, tape une réponse. Donc aujourd'hui, il faut de la transparence. Il faut de la transparence. C'est-à-dire ceux de ma génération qui continuent à avoir les mêmes pratiques qui ont existé, ça rajoute de la méfiance. Parce qu'ils sont d'accord pour renouveler la génération politique. Mais si ceux qui arrivent sont plus, entre guillemets, fut ou je ne sais pas quoi, c'est bon. Ça veut dire que finalement, il n'y a plus personne pour représenter la communauté. Donc, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que ceux qui arrivent en politique, c'est que s'assurer que ils ont bien compris que la tricherie n'a plus de place. Ils ont bien compris que l'enrichissement n'a plus de place. Il faut s'assurer, il faut répondre à toutes ces questions avant de se lancer en politique. Donc c'est pour ça que moi je suis diamantinois, j'ai 50 ans. Et 50 ans, je peux vous dire qu'ils me connaissent. Ils me connaissent, ils m'ont vu. Certains m'ont vu petit, certains m'ont accompagné à l'école, certains m'ont dit, oui, tu vas arrêter de faire des conneries, certains m'ont entraîné au foot. Ils me connaissent, ils savent qui je suis, ils connaissent mes valeurs. Donc, ils sont quand même témoins de mon engagement pour la communauté, ils sont témoins, je dirais, de ma personne. Il n'y a pas deux Rudy, il n'y a pas deux personnages Rudy, c'est le même qui soit professionnel, politique ou familial.
je ne change pas de casquette, je ne switche pas. Et c'est cette authenticité, c'est qu'il faut donner, montrer à la population. Et c'est pour ça que j'aime bien la notion d'exemplarité. Et c'est ce que je demande à mes colistiers et ceux qui sont engagés envers moi, c'est d'être exemplaire. D'être exemplaire. On peut fourcher, je dis pas non. Mais lorsqu'on fouche, on s'excuse. Lorsqu'on fouche, si je dirais comment dirais-je, les dégâts sont insupportables, on démissionne. Je n'aurai pas de difficulté à dire à un élu que c'est fini, tu as fauté. Il me connaît suffisamment pour savoir que je ne tolère pas, je n'accepte. Alors, puisque vous parlez d'engagement, Rudy Duville, que souhaitez-vous que les Diamantinois retiennent de cet engagement? Vous parlez d'exemplarité. Est-ce qu'il y a d'autres aspects à ajouter pour... Donc, les Diamantinois, ce qu'ils devront retenir, c'est ma ténacité. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien. D'autres me disent, oui, tu as 4 bras, tu as 6 bras, c'est pas possible. Comment tu fais? Voilà, j'ai envie que les choses bougent et je sais que le temps politique, ce n'est pas le temps de l'entreprise. Et si on ne va pas vite en collectivité, si on ne fait pas les choses nous-mêmes, surtout pour des petites communes où on ne peut pas avoir un fonctionnaire qualifié à tous les postes. Donc, c'est extrêmement, le temps passe extrêmement vite. Et connaissant, je dirais, ce temps politique, donc voilà, je suis quelqu'un, je suis un fonceur, je ne lâche pas l'affaire. Ensuite, en termes d'engagement, j'ai cette capacité de me remettre en question. Quand j'ai tort, je dis que j'ai tort. Ça, c'est important pour moi. Cette capacité d'écoute, ça aussi, c'est extrêmement important pour moi. Et puis, ce que j'ai dit là, ça fait la 3e fois que je le dis, cet engagement du tout diamant. C'est-à-dire que nous avons des talents, nous avons des forces vives, nous avons des personnes qui ont envie de mettre un temps T par semaine à profit de la collectivité. Oui, le tout diamant, oui. Chacun a un rôle à jouer. Et juste tout à l'heure, vous avez parlé d'un autre projet que j'ai, c'est de réunir l'ensemble des communautés qui vivent au diamant, de façon à ce lorsqu'on parle, qu'on puisse se connaître, partager nos cultures, se comprendre. Et là, on verra qu'on est sous notre force. C'est-à-dire que lorsque collectivement, on assemble nos forces, on assemble nos cultures, on devient plus ambitieux. Et c'est là où j'ai joué, pas joué, mais j'ai ce projet qui me tient à cœur, c'est d'identifier l'ensemble des communautés sur le territoire et avec la communauté diamantinoise de se retrouver. Et puis on peut discuter sur le culinaire, on peut discuter sur la culture, on peut discuter sur le patrimoine, mais au moins on s'enrichit. On s'enrichit et au lieu peut-être qu'on se regarde ou qu'on ait un œil méfiant, mais lorsqu'on parle du vivre ensemble, il faut aller au-delà des grands mots, mais aller vers du concret. Et c'est une action concrète que je souhaite porter sur la commune du Diamant. Parce que, par exemple, il y a un ouragan qui sévit sur l'océan. Donc, il est passé sur Haïti, sur Jamaïque et bientôt Cuba, me semble-t-il. Donc, quand vous avez un événement comme ça qui se passe sur ces territoires et que dans la ville, vous avez ces nationalités présentes, eh bien, en termes de solidarité, en termes de soutien, il n'y a pas plus important de rassembler ces personnes, de leur demander qu'est-ce que la communauté peut faire. Et je peux vous dire que ça vous donne du baume au cœur, parce que demain matin, ça peut être nous. Et quand vous êtes à l'étranger et que vous voyez votre pays massacré par un ouragan,
et que ce pays vous dit on est là avec toi, on va t'aider, c'est rassurant. Alors, Rudy, nous sommes à quelques mois des élections. Est-ce que vous avez un message à adresser aux Diamantinoises et aux Diamantinois qui vous écoutent, qui vont vous écouter, chacun à un moment donné? Donc, ce que je dirais à mes amis, puisque je considère que le diamant, on se connaît, et même si on ne se connaît pas, mais se connaît par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Euh, j'ai été dans une majorité municipale pendant 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai été conseiller municipal, 6e adjoint, 1er adjoint. Et aujourd'hui, depuis 2020, je suis un élu de l'opposition. Et je leur dis que ces expériences, majorité opposition, me donnent une autre dimension nécessaire et utile pour un candidat qui va à l'élection de maire. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai travaillé mes points qui étaient améliorés, j'ai consolidé ce qui était déjà bon. Et je vous ai écouté. Je vous ai écouté, Diamantinoises et Diamantinois. Vous m'avez vu pendant ces 6 ans. Vous avez essayé de me voir différemment, puisque une fois que je suis plus élu, on a un autre regard. Et je ne pense pas vous avoir déçu. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Je reste quelqu'un d'engagé, je reste quelqu'un de disponible, profondément humain. Profondément humain, je sais là où je sors, je connais les difficultés de la Martinique. J'ai un métier qui m'a permis de travailler sur l'ensemble du territoire et je sais ce que c'est qu'être en difficulté et en Martinique. C'est une double peine. Donc, 2026, voilà, je reviens aux urnes, je reviens devant vous de façon plus déterminée, de façon avec un autre projet, je dirais avec une autre équipe, et nous prendrons le temps nécessaire dans l'intervalle pour vous expliquer en proximité, pour vous expliquer quelles sont nos ambitions pour le diamant, quel est le cap que nous souhaitons que le diamant prenne. Et tout simplement, en contrepartie, je dirais que vous aurez un rôle à jouer, celui de voter pour cette liste que je conduirai. Et puis après, vous aurez un autre rôle à jouer, c'est celui de participer à tous les niveaux, car je veux redonner la parole aux Diamantinois. Je veux que les Diamantinois se prononcent sur les grands projets structurants de la ville. Là, on a parlé tout à l'heure de la place des fêtes, donc c'est une place publique. Il y a ceux qui l'utilisent tous les jours, mais ceux-là, il faut que je les entende. Il y a ceux qui passent plus de temps que moi sur la place. Moi, je passe très peu de temps sur la place. Il y a les commerçants qui sont dessus, mais il y a ceux qui habitent juste à côté, de l'autre côté de la rue. Et bien, ceux-là aussi, il faut que je les entende. De façon à ce que le projet soit en cohérence avec tout un chacun, prenne en compte les difficultés et en même temps l'ambition de la ville. Eh ben c'est avec cette dimension de proximité, de débat participatif que je reviens et que je vous attends, chers Diamantinois et Diamantinois. Rudy Duville, candidat, conseiller municipal d'abord et candidat au municipal 2026 dans la ville du Diamant sous la bannière Le Diamant Rassemblé, la nouvelle dynamique. Alors Rudy, on est presque à la fin de notre entretien. Faisant un saut dans le temps, quel est votre rêve pour les Diamantinoises et les Diamantinois dans l'horizon 2032? Le rêve, c'est un diamant rassemblé de toutes ses couleurs, dans toutes ses cultures. Un diamant rassemblé et un diamant ambitieux. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce cap. Chacun a sa place à jouer. Et en 2032, je veux que dans ce rassemblement,
que les forces vives, que les étudiants, que les plus jeunes, que les retraités, que ceux qui souffrent d'un handicap soient, je dirais, rassemblés autour de ce diamant et autour de ce projet ambitieux. Et nous l'avons dit tout à l'heure, dans une ville qui sera orientée écologie. Et un rassemblement autour de l'écologie, ça doit être une belle fête et que j'invite à l'ensemble des Diamantinoises et Diamantinois à y adhérer, parce que la Martinique aussi petite qu'elle soit, eh bien, doit contribuer, je dirais, à cette écologie, et aussi petite qu'elle soit. Et lorsqu'on dit qu'on va chercher d'autres pouvoirs normatifs, c'est aussi pouvoir nous savoir gérer nos déchets, savoir diminuer notre impact carbone, diminuer notre économie d'énergie, de sauvegarder notre faune et notre flore. Et ben ce sont des petits gestes des petites sensibilisations qu'on fera de façon à avoir un gain formidable, de pouvoir laisser un diamant à l'autre génération, de pouvoir laisser une Martinique à une autre génération et surtout leur laisser des marges de manœuvre pour qu'eux aussi puissent continuer. Donc, c'est ce rassemblement autour de valeurs, autour de projets que 2032, je souhaite à l'ensemble des Diamantinoises et des Diamantinois. Merci Rudy Duville, merci d'avoir été notre invité dans ce nouveau numéro de Regard. Je rappelle que Regard a reçu aujourd'hui Rudy Duville, conseiller municipal et candidat aux élections municipales 2026 dans la ville du Diamant sous la bannière Le Diamant Rassemblé, la nouvelle dynamique. Merci Rudy. Et nous vous souhaitons, Ziana TV vous souhaite bonne chance pour la campagne qui va commencer et peut-être que nous aurons une bonne nouvelle autour de 2026 en sachant que votre liste arrive en tête et que vous êtes élu finalement maire du Diamant. On vous souhaite toutes les chances possibles pour cette nouvelle campagne. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce nouveau numéro de Regard.